bonjour à tous. Merci à l'ASFAR de m'avoir fait confiance pour ce topo, qui va parler d'oxygène aussi, mais un peu moins que les autres. Voici mes liens d'intérêt. Cette présentation, elle est principalement inspirée de cet article qu'on a publié avec le docteur Rust, qui fait partie de notre département, et le professeur Fellaï. Alors, pour commencer de manière un peu interactive, je vous propose de deviner sur cette image quels sont les paramètres qu'on peut utiliser pour guider nos thérapeutiques hémodynamiques chez nos patients au bloc opératoire ou en réanimation. Alors, vous avez le choix entre A, B, C, D, E, F, G, H, I. Comme il n'y a pas de truc interactif, en fait, je vous propose qui pense que le A, ça peut le guider. Vous levez la main bien haut, comme ça, après, je vous dis si vous avez tous les points. OK. B, qui pense que le B... Ah ouais, là-bas, quand même. Le C. Le C, ouais, OK. Le D. Ouais. Le E. Le E, OK. Le F. Alors là, c'est un peu décalé. Le G, c'est pour la capnographie. Le H, c'est pour les pressions de plateau et la PEP. Et le I pour les volumes. Qui vote le G? Le H et le I. Okay. Bon. Donc, voilà, donc bon, moi, ce que j'avais retenu, c'était ça. On verra à la fin, j'aurai quelques diapos, notamment pour la saturation. Ce qui est sympa, c'est qu'en fait, on a le signal photoplethysmographique avec le photopléthysmogramme, on peut dire, qui donne des informations notamment sur les résistances vasculaires, sur les variations de pression artérielle, ça peut être intéressant. Le TCO2, bien sûr, et puis la PEP et la MAC comme marqueur en fait à la fois peut-être d'un surdosage en anesthésie qui va favoriser la vasodilatation, et la PEP qui est un surrogate marqueur du débit. Pour les autres, c'était peut-être plus évident. Alors, on m'a demandé les nouveautés. Je voulais revoir un petit peu dans le passé comment ça se passait à l'époque de Gilgamesh. En 3000 avant Jésus-Christ, au moment où on invente l'écriture, on écrit son épopée, et à un moment, son ami Enkidu meurt, et lui, il touche son cœur, et il ne bat plus. Donc il y avait déjà le lien entre le fait d'avoir un cœur qui bat et le fait d'être vivant. On était au début de l'anesthésie, vraiment. Je reviens à un petit saut dans le temps. Donc en fait, c'est à la fin des années 80. Il y a Shoemaker qui a beaucoup publié là-dessus. En fait, il mettait des soins à ses patients. C'était des patients, principalement, lui, c'était un chirurgien. Donc c'était des patients qui étaient au bloc opératoire et en réanimation. Et il les suivait en réanimation. Et ce qu'il a mis en évidence, c'est un lien entre la délivrance en oxygène, la consommation d'oxygène et la mortalité. Et on voit que, bien sûr, la délivrance en oxygène, c'est très lié au débit, puisque c'est le débit fois le contenu artériel en oxygène. Et puis, la consommation en oxygène, elle est aussi, chez les patients les plus graves, corrélée au débit et à la consommation en oxygène. Et donc, il montre que les patients qui ont un débit cardiaque plus bas, ou qui ont une délivrance en oxygène plus basse, ou une consommation d'oxygène plus basse, ils meurent plus que les autres. Et donc ça, c'est la base, c'est le début de tous les protocoles, on va dire, de réanimation, qui vont soit prendre comme marqueur des surrogate marqueurs de la délivrance en oxygène, soit prendre ou directement le débit cardiaque comme marqueur pour la réanimation. Plus récemment, donc c'est Jean-Louis Vincent refaisait ce point important et qui permet de redécrire un principe physiologique simple, c'est que pour les patients de réanimation et du bloc opératoire, il y a un lien entre la consommation d'oxygène et le débit et la délivrance en oxygène dans un certain range de délivrance en oxygène pour les délivrances en oxygène les plus basses. Puis, à partir d'un certain seuil, en fait, on a une indépendance. C'est pas parce qu'on apporte plus d'oxygène aux cellules qu'elles vont plus consommer. Et ce qu'on sait aussi, c'est que la souffrance cellulaire, elle est dans ce range-là quand il y a cette DO2, VO2 dépendance. C'est-à-dire que quand la consommation en oxygène, elle est limitée par un débit en oxygène, une délivrance en oxygène trop basse. Et on voit le lien, au moment où il y a la coupure de DO2, VO2 dépendance vers la DO2, VO2 indépendance, c'est le moment où il y a la génération de lactate, avec le lactate qui, en pointillé, se met à monter quand la délivrance en oxygène baisse trop en dessous de ce seuil. Mais le problème, c'est que pour un patient donné, on ne sait pas c'est quoi le seuil. On ne peut pas vous dire, pour lui, ça va être, je sais pas, 150 millilitres. Donc, on est obligé de le tester. Puis en plus, pour un individu donné, ça peut varier en fonction de son état. Est-ce qu'il est plus ou moins endormi? Est-ce qu'il est plus ou moins pro-inflammatoire? Donc, c'est difficile de trouver un seuil.
Mais basé sur ces données, donc il y a plusieurs études qui ont eu lieu, notamment en réanimation. Là, c'est juste, je vous donne les principales pour voir un peu comment ça a évolué et pourquoi on en est là aujourd'hui. Donc DO2, VO2, c'était Shoemaker, c'était des cathéters de Swan-Ganz où il mesurait la DO2 et la VO2 parce qu'il avait le cathéter de Swan-Ganz qui mesurait la SVO2 et puis le débit cardiaque. Puis en fait, on s'est rendu compte que on ne peut pas le proposer à tous les patients parce que c'est très invasif. Le cathéter de Swan-Ganz, c'est aussi techniquement difficile à monter. Il y a des patients que ça ne marche pas. Donc il y avait Reverse qui en 2001 propose un protocole simplifié pour les patients qui arrivent aux urgences en choc septique et qui va baser sa réanimation sur des surrogate marqueurs de la DO2 et de la DO2, à savoir la PVC, la SVO2 et l'hématocrite. Son étude est largement positive, c'est une des études les plus citées, mais le problème c'est qu'on va avoir des problèmes pour la reproduire. Et notamment, alors entre-temps, il y a le lactate qui rentre en jeu, où les patients, on se dit en fait le lactate c'est un marqueur de DO2, VO2 dépendance. Bien sûr, il y a plein de choses qui font monter le lactate, mais ça reste un marqueur de DO2, VO2 dépendance. Et donc peut-être que si on mesure le lactate, on va pouvoir guider notre réanimation. Et en gros, l'idée c'est d'arrêter la réanimation quand le lactate est normalisé pour pas surtraiter les patients. Et puis, donc plus récemment, au milieu des années 2000, on a refait les études Process, Promise, Arise qui en fait reprennent le protocole de Reverse. Et cette fois-ci, on n'a que des études négatives. C'est la fin de la réanimation hémodynamique. Ça ne sert à rien. Et puis l'espoir, le nouvel espoir, avec l'équipe d'Hernandez, qui nous vient d'Amérique du Sud, et qui fait une étude où il va... donc lui, il utilise à la fois la précharge dépendance pour remplir les patients, mais il arrête la réanimation guidée sur le temps de recollation cutanée. Et en fait, quand le temps de recollation cutanée est normal, il arrête la réanimation. Il a fait une première étude, publiée dans le JAMA en 2019. Elle est négative avec une p-value à 0,06. Donc c'est comme une étude, si on y croit un peu, elle est positive, quoi. Et puis là, il en fait une autre. Là, il y a 1500 patients qui sont prévus d'être inclus. Elle a commencé, et la France va bientôt commencer à inclure dans cette deuxième étude qui s'appelle Andromeda 2. Alors, sur la partie anesthésie, donc en fait, la plupart des protocoles, ils sont basés sur le concept de précharge dépendance. Donc, un des autres problèmes, c'est que pour augmenter les débits cardiaques, comment on peut faire ? Il n'y a pas 36 solutions. Soit on va mettre des inotropes, ça augmente le débit cardiaque, soit on va mettre des fluides, et ça augmente le débit cardiaque si le patient est précharge dépendant. Donc en gros, on va essayer de voir si le patient est précharge dépendant et on va aller sur un plateau de précharge indépendance en essayant d'administrer les fluides de façon mesurée comme ceci. Donc entre 88 et 2014, les études, la plupart c'est donc du pulse contour. Donc la plupart des études, en fait, elles ont à la fois une mesure de débit cardiaque et à la fois, par exemple, un marqueur de précharge dépendance comme le VVE ou le delta PP. Si on reprend les études, donc 88-2015 à peu près, c'est que du pulse contour calibré ou non calibré, du Doppler œsophagien. Et puis depuis 2014, il y a quelques études qui sont avec des stratégies moins invasives, puisqu'il n'y a plus de cathé artériel, soit du pulse contour non calibré, non invasif, avec des techniques de volume clamp, soit la bioréactance, soit du PVI. Du PVI isolé. Le problème, c'est que la plupart de ces études sont négatives, notamment celles de bonne qualité. Pour le PVI, il y a l'étude de Fischer qui avait été publiée récemment, avec plus de 400 patients, qui est négative dans l'anesthésio et qui, c'est vrai, j'ai envie de dire, enterre un peu la technique. Alors, dans la méta-analyse de Gessen, ce qu'on voit, c'est qu'en tout cas ils n'ont pas regardé invasif versus non invasif, mais en tout cas pour la plate curve analysis, donc c'est le PVI, ça a l'air de ne pas bien marcher, à la fois sur la durée de séjour et sur la mortalité quand on méta-analyse les données. Et avant de rentrer sur les différents moniteurs, notamment de monitorage des bilans invasifs, je voulais une autre évolution là qu'on a, on va dire, subie ou vécue là, ces dernières années. C'est des études énormes comme ça qui étaient sorties. Là, il y a 104 000 patients publiés par Macha en 2015 et qui montrent qu'il y a un lien extrêmement fort entre l'hypotension artérielle et un mauvais devenir. Donc, ils l'ont montré avec la mortalité, avec la survenue d'insuffisance rénale, le dommage myocardique. Et donc, ça, on retrouve tout le temps. Et donc, ça, je pense, ça a vraiment poussé les cliniciens à utiliser beaucoup plus de vasopresseurs pour maintenir la pression artérielle. Et c'est ce qu'on voit dans cette étude plus récente qui était faite, donc c'est Mathieu Legrand qui encadrait ce travail, et il montre l'évolution dans un centre tertiaire aux États-Unis, à la fois de beaucoup moins d'usage de cristalloïdes, avec un trend qui est significatif, beaucoup plus de noradrénaline qui est utilisée, et un lien entre la dose de noradrénaline et la survenue d'insuffisance rénale. Et ça dans les différents groupes.
Donc est-ce qu'on n'aurait pas un peu oublié dans cette application de cette hypotension qu'il faut corriger, de corriger la précharge et de monitorer le débit cardiaque? C'est la question qu'on peut se poser. Donc peut-être il y a un retour vers une mesure de débit cardiaque plus systématique pour nos patients, afin d'éviter d'avoir ces effets néfastes d'un excès de vasoconstricteur chez les patients qui nécessitent en fait plutôt du remplissage vasculaire. Alors quand on s'intéresse aux méthodologies de mesure du débit cardiaque, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir pour comprendre les études de validation des outils de monitorage du débit cardiaque. C'est qu'il y a des indices de validation qui sont plus ou moins intéressants. Et notamment, on va regarder la précision et la capacité à voir les variations. Et souvent, il faut voir la mesure de référence, parce qu'il y a beaucoup d'études qui sont publiées alors que la mesure de référence, ce n'est pas vraiment une mesure de référence. Ce qui est classiquement accepté, c'est la thermodilution, soit par un cathéter artériel pulmonaire, de moins en moins utilisé, soit par thermodilution transpulmonaire. On peut discuter aussi l'échographie cardiaque. Qu'est-ce que c'est que l'accuracy et la précision? Donc, en fait, une mesure, elle peut être, idéalement, elle est à la fois accurate et je l'ai fait en franglais là, je suis désolé. Donc, en gros, dans le cas idéal, c'est tout à gauche. On est à la fois précis et c'est répétable. Chaque fois qu'on mesure, on mesure la même valeur. Mais vous avez parfois quelque chose qui peut être pas précis, c'est-à-dire ça ne mesure pas bien le débit cardiaque, mais à chaque fois ça vous donne la même valeur. C'est quelque chose qui va être rassurant cliniquement au lit du patient. On dit à chaque fois que je mesure le débit cardiaque, il est bien, c'est toujours le même. Donc parce que si à chaque fois que vous mesurez c'est différent, ça va être plus inquiétant. Et puis, mais à la fois vous pouvez avoir des mesures qui sont précises mais qui ne sont pas répétables. Mais ça peut être intéressant aussi parce qu'il suffit parfois de multiplier le nombre de mesures pour avoir quelque chose de plus précis. Qu'est-ce qu'on peut faire pour voir si les deux mesures sont pareilles? C'est tout simple, c'est une corrélation. Donc on regarde la valeur du matériel A, donc là, du comparatif, du gold standard, donc la thermodilution transpulmonaire par exemple, avec le nouvel appareil qui mesure le débit cardiaque, et on regarde si les deux données sont corrélées. Et puis on peut faire ce qu'on appelle un Blunt-Altman, c'est on va faire la différence qu'on va mettre sur un graphe en face de la valeur de débit cardiaque. Et on va faire donc ce graphique de Blunt-Altman qui est au milieu. Et on va définir une limite d'agrément. C'est une limite dans laquelle on se dit, si les deux valeurs ne dépassent pas cette limite, on est plutôt bon. Ce qui a été décrit initialement pour des mesures de débit cardiaque de l'ordre de 5 litres minute, c'est une limite d'agrément de l'ordre de 30%. Ça avait été défini par Critchley et Critchley. Mais on voit sur le graphique de droite, alors c'est un peu compliqué, mais faites-moi confiance, c'est que le problème, c'est que ça prend à la fois ça prend en compte à la fois la précision de votre comparateur et de votre débit comparé. Donc si par exemple vous avez de grosses variations sur votre thermodilution transpulmonaire, vous allez avoir un mauvais agrément. Et de même, s'il est très précis, vous allez améliorer votre agrément, même si l'appareil auquel vous le comparez n'est pas si bon que ça. Et puis on voit aussi qu'il n'y a pas de différence selon le range. Alors que souvent, en fait, on a ce genre de graphique où on voit bien que là, si on faisait un Blunt-Altman, il serait plutôt, on verrait que ça dépasse les limites d'agrément. Mais on voit que la corrélation, elle est, les mesures sont plus proches pour des débits plus bas, et puis plus on s'éloigne, c'est-à-dire, c'est assez logique. Si on prend un cas simple, c'est si vous mesurez un débit qui est de l'ordre de 1 litre, vous attendez à que la mesure d'après elle soit 1,2 litre ou 0,8 litres, mais vous attendez pas qu'elle soit à 6 litres. Par contre, si vous mesurez quelque chose à 6 litres, c'est pas très grave si après vous le mesurez à 8 litres ou je sais pas, ou à 4 litres. L'idée, c'est que plus on est loin plus la mesure est grande, plus la variation est attendue comme plus grande. Et donc, l'idée, c'était de prendre en compte ça et de définir ce qu'ils appellent l'interchangeabilité de la mesure, où en fait, ils vont regarder la variabilité de l'appareil qui est le gold standard, donc là, typiquement, la thermodilution transpulmonaire. Ils vont regarder sa variabilité, ils vont définir une erreur pour chaque range. Et de cette erreur, ça va nous donner les deux graphiques rouges, les deux barres rouges, qui nous donnent la limite d'interchangeabilité. Ils définissent et après ils comptent les points verts, les points rouges. Donc ceux qui sont au-delà, ils sont rouges, ceux qui sont dedans, ils sont verts. Et si vous avez plus de 95% d'accord, ils considèrent que c'est bon. Donc ça nous définit un seuil d'interchangeabilité, qui est le débit à partir duquel on a ce 95% d'interchangeabilité. Et donc là, on voit souvent, quand on fait ces études, c'est des débits qui sont assez hauts. Là, c'est 5,4 litres pour dire qu'on est plus de 95% d'interchangeabilité. Et puis, finalement, si par exemple, nous, on veut corriger une précharge dépendance, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir si notre appareil est capable de... En fait, on s'en fiche qu'ils disent qu'il est à 2 litres ou qu'ils disent qu'il est à 3 litres de débit. Ce qu'on veut, par contre, c'est que s'il passe de 3 à 4 litres, il soit capable de nous le dire.
C'est le principe des polar plots qui va définir donc une interchangeabilité dans une zone de plus ou moins 30 degrés. Et souvent, ils excluent la zone centrale qui est pour des variations minimes. Et ils arrivent comme ça à donner des concordances sur les tendances. Donc voilà, le problème de ces deux dernières méthodes, autant Crichet, tout le monde était d'accord pour dire c'est 30% pour dire que l'appareil marche ou que dire que l'appareil ne marche pas. Autant pour ces deux dernières techniques, le polar plot et l'interchangeabilité, il n'y a pas de seuil qui est reconnu officiellement. Donc on va revoir quelques-uns des moyens de mesurer le débit. Le Doppler œsophagien. Doppler œsophagien, ça a été beaucoup de publications, donc comme je vous disais, plutôt au début, enfin on va dire dans les années 90 et 2010, qui ont d'abord montré un bénéfice sur des marqueurs comme la mortalité ou comme la durée de séjour. Donc Doppler œsophagien, ça marchait très bien. Puis les dernières études, sur des patients probablement un peu moins graves, eh ben, ça marche moins bien. Donc le Doppler œsophagien, c'est basé sur, on met une sonde Doppler en fait dans l'œsophage. Il y a plusieurs assumptions qui sont faites. Le fait qu'on ne connaisse pas le diamètre de l'aorte à cet endroit-là. Donc la plupart des appareils ils utilisent un algorithme interne qui va définir la taille de l'aorte en fonction du poids, de la taille, du sexe, de l'âge du patient. Et puis on va aussi prendre en compte le fait qu'il y a une partie de débit qui va dans le cerveau et dans les bras et qui n'est pas mesurée puisque ça mesure dans l'aorte descendante. Et puis c'est sensible aux variations. Donc dès qu'on fait de l'électrocoagulation ou dès que le patient bouge, ça va moins bien marcher. Mais c'est finalement peut-être un des appareils qui a le plus de preuves. L'analyse de l'onde de pouls non invasive. Donc on a classé dans invasif le pulse contour analysis sur un cathé artériel. Et là en fait ils ont développé des appareils comme le ClearSight qui mesurent en fait un contour de l'onde de pouls à partir de la méthode des clampes de volume, j'ai envie de dire en français, où en fait ils vont gonfler une sorte de petit brassard soit au niveau du doigt, soit au niveau du poignet pour contrôler le flux. Et à partir de la photoplismographie, ils vont déterminer une courbe de pouls qui va refléter la courbe de pouls qu'on aurait eu avec un cathéarte. Et donc à partir de là, on va faire, à partir de l'air sous la courbe de l'onde de pouls, on peut en déduire le débit. Et donc on va calculer un débit pour les patients et puis des variations de débit. Et puis on peut aussi faire du VVE par exemple, donc de la variation respiratoire du volume d'éjection, qui va nous renseigner sur l'état de précharge dépendance. Et donc ça, il y a quelques études qui ont été réalisées qui valident la technique. Mais il n'y a pas beaucoup d'études interventionnelles qui valident la technique, typiquement des études randomisées contrôlées, où on fait une étude avec par exemple le ClearSight, une étude sans. Je vous rapporte celle-là qui a été publiée dans BMC Anesthésiologie assez récemment, où ils ont mis en place donc, un protocole basé, donc là vous voyez sur la gauche, basé sur l'optimisation du SVI avec des remplissages et puis de la pression artérielle. Et ils montrent que quand ils utilisent ça, à la fois ils font moins de fluide, mais ils font moins de vasopresseurs et ils ont une meilleure survie. Je pense que c'est des études qui nécessitent d'autres études de confirmation. Là, c'est une grosse série quand même de chirurgie de hanche, mais il faudrait voir dans d'autres contextes. La bioimpédance électrique, ça marche sur un principe. En fait, on va envoyer des ondes à haute fréquence. C'est pas douloureux, c'est très facile à mettre en place. C'est vraiment plug and play. Vous posez les électrodes. Et puis, hop, vous avez un débit cardiaque qui s'affiche. C'est quasiment magique. Mais le problème, c'est que c'est un débit cardiaque qui paraît très corrélé au débit cardiaque du patient. Mais peut-être que ça serait capable de voir les trends de variation de débit. Et ça, c'est l'étude donc c'est l'équipe de Monet en fait qui avait fait ça. Alors aussi, ce qu'il faut voir, c'est que c'est des technologies qui évoluent beaucoup. C'est-à-dire, il y a beaucoup de traitements mathématiques, des algorithmes qui permettent d'affiner la mesure. Et là, typiquement, les Monet, ils avaient fait une première étude qui était négative avec le lever de jambe passif. Et en fait, c'est parce qu'ils avaient un trending qui se mettait à jour toutes les 5 minutes. Donc, pour le lever de jambe passif, c'était pas idéal. Et puis, après, ils ont fait une nouvelle technologie où c'était quasiment à la seconde la mise à jour. Et là, l'équipe de Monet montrait qu'il y avait une bonne détection des variations de débit pendant un lever de jambe passif avec une AUC-ROC qui était satisfaisante pour détecter les patients précharge dépendants. Et puis là, c'est une étude. Je vous la montre parce que c'est notre groupe qui l'avait faite. Sinon, elle n'a aucun intérêt. Non, je rigole. Non, je rigole. C'est une étude qu'on a faite en chirurgie thoracique. Donc, c'était intéressant parce que chirurgie thoracique, c'était un peu challenging parce que le thorax, il est pas pareil. À un moment, il est rempli d'eau, après d'un poumon, puis plus de poumon. Et on montrait qu'il y avait quand même une concordance qui était quand même modérée, mais qui existait entre la mesure de débit cardiaque par du pulse contour calibré et la mesure par bioréactance.
Je vous parle très rapidement du Pulse Wave Transit. Il y a un appareil qui est développé par Nihon Kohden, mais il n'y a pas beaucoup de validation clinique. Et puis, les techniques de partial CO2 rebreathing, où en fait, c'est des moniteurs de débit cardiaque qui sont basés sur le principe de Fick. En fait, partiellement, ils vont réinhaler du CO2, ce qui va permettre de calculer le débit cardiaque, en fait, vraiment par la méthode de Fick. Et là, c'est pareil, manque de données support. Enfin, je vais finir par d'autres approches non invasives qui sont moins liées au débit cardiaque, en vous parlant rapidement de l'ETCO2, de la pression artérielle et de la perfusion. Je vous remonte une étude de Monet, donc en réanimation, où ils avaient montré que les variations de l'ETCO2 pendant un lever de jambe passif permettaient de prédire les variations du débit cardiaque après remplissage vasculaire. Donc ça, c'est quelque chose d'assez simple. La variation, c'était de l'ordre de 5%. Nous, on avait refait la même chose en anesthésie. Et ça marchait un peu moins bien, mais on était capable quand même, globalement, pour des variations de 5%, on avait des AUC-ROC à 0,85 pour détecter la réponse en remplissage. Donc, chez certains patients, ça peut être intéressant, en tout cas quand vous n'avez rien d'autre, de regarder les variations de TCO2 pour vous dire est-ce que je suis efficace sur mon débit cardiaque quand je fais mon remplissage. Et pour l'analyse de l'onde de pouls à partir du photoplasmogramme, ça c'est une étude qui avait été faite par Dr Coutreau, qui montrait que en fait, la hauteur de l'onde d'Icrot sur le photoplasmogramme est corrélée à la pression artérielle. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire dès que vous rentrez à votre bloc lundi matin. Vous regardez la hauteur de l'onde d'Icrot. Et en fait, au moment où vous injectez votre propofol, vous allez voir, elle va baisser, parce que c'est très, très lié aux résistances vasculaires systémiques. Et plus elle va baisser, plus il y a de chances que votre patient fait une hypotension artérielle. Donc, quand vous avez un brassard en PNI qui fait toutes les 3 minutes, par exemple, eh ben, vous allez vous rendre compte que vous allez peut-être pouvoir prédire le fait que le patient était hypotendu avant même que vous voyez votre PNI, et peut-être après ça pourra changer vos pratiques et injecter plutôt l'éphédrine ou le remplissage vasculaire chez les patients où vous vous direz tiens, lui il va faire l'hypotension. Et puis, on les avait montré aussi dans cette même étude que le perfusion index varie un peu de la même façon, puisque le perfusion index, ça c'est pareil, les patients quand ils arrivent au bloc, c'est très caractéristique, ils ont un perfusion index qui est effondré, parce qu'ils sont stressés, notamment les jeunes, ils ont un perfusion index qui est effondré. Là, vous envoyez du propofol, ça vasodilate, et tout d'un coup, le perfusion index, il va monter de façon très importante. Puis après, c'est quelque chose, c'est un double effet, c'est si le patient il repasse par contre par un bas débit, ben, le perfusion index, il a tendance à rebaisser. Et donc, vous voyez cette relation inversée sur la droite entre la pression artérielle et le perfusion index qui permet, pour les patients où vous n'avez pas beaucoup de choses pour monitorer, d'avoir un petit truc en plus. Et puis, c'est vrai qu'en fait, quand on regarde entre la réa et l'anesthésie, il y a deux, on va dire, il y a un peu deux versants. En anesthésie, c'est beaucoup de l'optimisation du débit, et en fait, on ne s'intéresse pas beaucoup à la perfusion tissulaire, dans les études en tout cas qui ont été réalisées, alors que dans les études de réa, comme je vous montrais, il y a eu le lactate, il y a eu la DO2, la VO2, puis maintenant le TRC. Alors que peut-être, ça pourrait être intéressant de mettre ces paramètres dans notre réflexion au jour le jour. Avec cette étude, où en fait, ils s'intéressent au perfusion index, cette fois-ci comme un marqueur de la microcirculation, où il montre qu'il y a un lien en fait entre les complications post-opératoires et le fait d'avoir un perfusion index abaissé pendant l'intervention. Et ce lien est plus fort que le lien avec la pression artérielle. Donc ça pourrait être une nouvelle cible de réanimation péropératoire, puisqu'on voit que c'est lié à un mauvais outcome. Et puis cette étude, alors je la montre, c'est vraiment anecdotique, mais c'est pour vous montrer que le TRC qui, on va dire, a pris un peu plus de place, enfin en tout cas la perfusion cutanée, que ce soit les marbrures ou le TRC, a pris plus de place dans la définition du choc, de l'insuffisance circulatoire aiguë, que ce soit dans le choc cardiogénique, dans le choc septique. On voit que, donc dans cette étude, ils avaient fait des TRC systématiques à des patients qui étaient sous anesthésie générale. Ils en avaient retrouvé en fait 27 sur 130, sur 127, qui avaient un TRC qui était allongé. Donc ça veut dire que déjà chez nos patients, en fait, il y a probablement des patients qui sont pas hypoperfusés, puis il y en a probablement qui sont hypoperfusés. C'est peut-être ceux-là qui vont plus se compliquer. Et là, ils montraient qu'ils arrivaient à très bien détecter cette hypoperfusion par le TRC, par le perfusion index. C'est-à-dire plus le perfusion index était bas, plus ils avaient de chances d'avoir un TRC haut. Et comme nous, le perfusion index, on l'a en continu sur nos moniteurs, bah, ça peut être intéressant de prendre ça en compte. En tout cas, peut-être à l'avenir, ça aura un intérêt. Donc après, vous allez dire, oui, mais en pratique, qu'est-ce que je fais? Alors ça, c'est on va dire une procédure, j'ai oublié la référence, mais c'est publié dans le BJA. En gros, il regarde les risques du patient. Est-ce que c'est un patient plutôt grave, genre alité, ou plutôt bien en forme, qui peut courir, par exemple.
Et puis il regarde si la chirurgie, elle fait beaucoup saigner avec une grosse cicatrice ou est-ce qu'elle fait peu saigner avec... enfin non, justement l'inverse. Enfin, est-ce que c'est une chirurgie invasive ou non? Donc là, ils ont fait vraiment le truc pour pour les analphabètes. Et en gros, ils proposent de monitorer plus ou moins. Donc soit si le patient est à risque, mais que c'est une chirurgie pas à risque, on fait quand même du SVV. Et par contre, si c'est un patient à risque avec une chirurgie à risque, là on va jusqu'à mesurer le débit cardiaque en continu. Nous, on avait fait cet algorithme pour nos patients de notre bloc. C'est ce on essaie de mettre en place. Puis il y a une étude dessus. On va essayer de voir si on arrive à vraiment le mettre en place. Donc on a défini des chirurgies à risque élevé dans notre centre. Alors nous, on fait pas tout, mais voilà celle qu'on avait définie. Puis puisqu'on fait surtout du vasculaire, du thoracique et puis du cardiaque. Et puis les autres chirurgies, et puis après le risque du patient qu'on avait défini avec l'ASA et le RCRI. Et donc ça va varier entre un cath-heart avec mesure de contour de l'onde de pouls, ou pour les patients les moins graves, de la bioréactance ou du ClearSight. Et puis voilà, les patients qui sont vraiment pas à risque, on fait rien. Donc voilà, en conclusion, donc je dirais quand même attention aux vasoconstricteurs, même s'il faut maintenir la pression artérielle, il faut la maintenir mais pas à tout prix, et peut-être une approche qui prend en compte les variations du débit cardiaque ou du surrogate marqueur de votre débit cardiaque, ça peut vraiment être intéressant et je pense qu'il faut l'intégrer au jour le jour pour nos patients. Quand vous regardez les études de validation, attention à la méthodologie, puisqu'on a vite fait vous dire c'est super, mais en fait c'est pas super. Il y a peut-être un intérêt de la bioréactance à voir là, dans les prochaines années, qu'est-ce qui est publié, du contour de l'onde de pouls non calibré. On a une étude qui valide le truc sur une étude randomisée contrôlée, c'est intéressant. Je pense là vraiment il y a une question sur la place de la perfusion. On a quelques paramètres qui sont directement disponibles, peut-être de les regarder en attendant de savoir vraiment ce qu'il faut en faire. Et puis pensez à cette approche low-tech, on parlait d'écologie tout à l'heure. Si vous mesurez le CO2, le perfusion index, ou vous regardez la variation de l'onde d'Icrot sur votre photoplasmogramme, vous fabriquez pas de CO2 en plus de ce que vous faisiez déjà, donc peut-être ça peut avoir un intérêt. Voilà, je vous remercie.